Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo recommandation de pratique professionnelle sur les traumatismes crâniens légers. Ce fameux traumatisme crânien léger qui est très fréquent, on va le voir. Date de la recommandation, septembre 2022, c'est tout frais. Pathologie fréquente, 2,5 millions de traumatismes crâniens en Europe, 90% de traumatismes crâniens légers et de l'adulte, ça va être traité par cette recommandation en vidéo. On est parti. Pour rappel, le contexte et la définition, un traumatisme crânien léger, c'est quoi? C'est un transfert d'énergie qui est reçu par la tête lié à une accélération-décélération ou à un impact direct et qui va causer une perturbation du fonctionnement cérébral à type de confusion, de désorientation, de perte de conscience de moins de 30 minutes, d'une amnésie post-critique de moins de 24 heures ou de tout signe neurologique transitoire ou possiblement associé à des convulsions et surtout bien sûr un Glasgow entre 13 et 15, excluant aussi les toxiques cause de choc, c'est-à-dire bas débit cérébral, de barrière de langue ou cause psychiatrique. L'idée étant de limiter la complication redoutée qu'est la lésion intracrânienne. Les recommandations débutent par cette question: qui ne pas orienter aux urgences? Eh bien, si le patient peut être surveillé par un tiers et qu'il ne présente pas les critères que l'on va voir, il peut rester à la maison, il n'y a pas de problème. Donc quels sont ces critères qu'il ne doit pas présenter? C'est un trouble de la coagulation ou un anticoagulant. Attention, ce n'est pas un antiagrégant. Âge de plus de 65 ans et un antiagrégant type cardégique. Une intoxication, on en a parlé avant. Un autre symptôme que la céphalée. La céphalée, c'est pas grave, mais s'il y a un autre symptôme, c'est urgence. Donc s'il y a vomissement, perte de conscience, une amnésie de plus de 30 minutes, convulsion, déficit focal, confusion, bref, tout ça, c'est aux urgences. Et s'il y a un signe manifeste de fracture, c'est-à-dire embarrure, hématome en lunettes ou autre chose, c'est aussi pour les urgences. Comment on réfléchit une fois qu'on est aux urgences? Il faut bien sûr penser à ce fameux risque de lésion intracrânienne et on va stratifier le patient. Donc risque élevé et risque intermédiaire. Le risque élevé, pour vous en souvenir, il faut aller vite, SNCF attaque, donc le risque élevé, SNCF. Le S, c'est pour sang, trouble de l'hémostase, anticoagulant, double antiagrégant, maladie hémorragique. Le N pour neuro, donc Glasgow moins de 15 à 2 heures du traumatisme sans toxique, ou déficit focal ou convulsion. Le C pour crâne fracturé cliniquement. Et le F pour la fréquence des vomissements supérieure à 1, donc vomissement répété. Et après le risque élevé, il y a le risque intermédiaire pour le attaque, donc le H de plus de 65 ans et un antiagrégant, le T de toxique et Glasgow moins de 15 à 2 heures du trauma, le A pour l'amnésie rétrograde, donc s'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé plus de 30 minutes avant le traumatisme crânien, et une cinétique qui est élevée, c'est-à-dire que l'occupant de la voiture a été éjecté, la voiture est retournée, piéton cycliste sans casque, ou une chute de 5 marches ou de 2 mètres. Bref, tout ça, c'est des risques intermédiaires. On va voir que c'est important pour les indications de prise en charge. La place des biomarqueurs qui est spécifiée dans cette recommandation. Il existe 3 biomarqueurs, on va le voir, avec une indication à les doser dans un certain délai. Donc le premier, c'est la protéine S100B dans les 3 heures pour le traumatisme crânien léger à risque intermédiaire. C'est exprimé par les cellules, par certaines cellules du cerveau, mais pas que. Donc on ne peut pas le doser s'il y a un polytraumatisme. Et les deux autres à doser, c'est l'UCH-L1 et le GFAP. On se croirait à faire une partie de Scrabble. À doser dans les 12 heures, pareil, si c'est un risque intermédiaire. Et là, c'est plutôt spécifique, donc on peut le doser s'il y a un polytraumatisme. La place du scanner, puisqu'en fait, le but, c'est pas d'être trop tôt pour sous-estimer, mais pas trop tard non plus, parce que trop tard, c'est trop tard. Hein. Le plus vite si c'est un risque fort. Et dans les 8 heures, s'il se passe rien du tout, c'est pas la peine de le faire pour les risques intermédiaires. Après, il faut rester clinique, bien sûr. Pensez à l'indication de l'injection pour éliminer une dissection carotidienne en cas de fracture du rachis cervical, de fracture Lefort 2 ou 3, parce qu'il y a la carotide qui passe en intracrânien, une atteinte du tissu mou
et un syndrome de Claude Bernard-Horner ou un déficit qui est non expliqué par l'imagerie. Le Doppler transcrânien, oui, si le scanner cérébral est anormal, faut-il encore savoir réaliser cet examen? Et les éléments rassurants à rechercher, c'est l'index de pulsatilité à moins de 1,25 et une vitesse diastolique à plus de 25 cm par seconde. Le scanner cérébral de contrôle à H48, donc à J2, ce sera pour les patients de plus de 65 ans, si on doit les surveiller et hospitaliser, s'il y a un trouble de l'hémostase, mais hors prise d'aspirine seule, et s'il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne. Bien sûr, en cas d'aggravation neurologique, c'est un scanner à réaliser immédiatement. Comment gérer les anticoagulants, donc AOD ou AVK? Eh bien, on doit les réverser le plus rapidement possible. Si ce sont des AVK, on met des CCP 25 unités kg et vitamine K IV 10 mg et on contrôle l'INR à 30 minutes. Le dabigatran, on peut le réverser avec de l'idarucizumab 5 g ou CCP avec la posologie de 50 unités par kilo, c'est le double de l'AVK, tout comme les anti-10A que l'on peut réverser avec des antidotes mais qui coûtent extrêmement cher, c'est l'andexanète, c'est très cher ces anticorps, mais voilà, ça existe. Et en cas de valve cardiaque, il faut un avis cardiologique. Pour vous donner un exemple concernant les AVK et l'INR, quand l'INR est supérieur à 3, le risque relatif de saignement retardé est à 12, donc c'est quand même énorme. Pour les anti-agrégants, pas d'indication à neutraliser l'aspirine et le clopidogrel fait moins saigner que le prasugrel ou ticagrelor. Les études restent insuffisantes toutefois, mais à titre d'exemple, il y a un essai randomisé avec hémorragie spontanée, donc c'est pas traumatique, c'est hémorragie spontanée et de l'aspirine qui est réversée par des plaquettes. Eh bien, il y a une aggravation du pronostic, avec plus de décès et plus de handicap. Les critères de retour à domicile. Un retour à domicile est possible, parce qu'on ne va pas tous les garder, s'il y a au moins un des trois critères, avec un examen neuro normal, un examen normal, s'il n'y a bien sûr pas d'intoxication. Quels sont ces trois critères? Donc un parmi ces trois, c'est un risque faible de saignement, checké, donc c'est pas un risque fort ni intermédiaire. Si le dosage des biomarqueurs est négatif, checké, et si le scanner cérébral ne montre pas de signe hémorragique, c'est checké à nouveau. L'orientation vers la filière post-TC, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut qu'il y ait une évaluation par un médecin s'il y a des symptômes persistants à J7, à type de trouble d'humeur, de syndrome post-trauma, trouble de la concentration, vertige, trouble de vue ou trouble du sommeil, sachant que les plaintes cognitives chroniques à 3 mois, c'est 50% des traumas crâniens légers, donc c'est pas rien. Et on délivre des consignes écrites de surveillance pendant 48 heures. Donc déjà à repos, on évite de faire du rugby et de taper la tête contre le mur. Ensuite, il y a une indication à retourner aux urgences dans les 48 heures s'il présente dans ce délai des vomissements itératifs, céphalées, réfractaires, somnolence, perte de conscience, troubles du comportement, visuel, parole, vertige, déficit neuro et un écoulement liquide par le nez et par les oreilles. Bref, il y a le choix dans les symptômes. Et sinon, si ça survient à plus de 48 heures, ça peut être un médecin ou la permanence des soins. En bref, avec ces recommandations, on peut faire une surveillance à domicile selon certains critères. S'il y a un tiers qui surveille et aucun signe neurologique, pas d'antiagrégant à plus de 65 ans. Sinon, aux urgences, il faut stratifier le risque en risque élevé, intermédiaire, et faire un scanner à ce moment-là, plus ou moins injecté. Sinon, on peut faire une surveillance pendant 8 heures et utiliser, si disponible, les biomarqueurs afin de permettre un retour à domicile. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est effectué. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.